La voix à l'autre bout n'était pas celle de sa femme. C'était une voix froide, efficace, un médecin. Monsieur Thorne, votre femme est dans un état critique. Elle demande après vous. Mais le PDG Marcus Thorne ne leva pas les yeux des papiers d'acquisition de 30 milliards de dollars. Il appuya sur ignorer. Il appuya dessus encore et encore. Il signait un accord pour cimenter son héritage, ne réalisant pas que dans le même hôpital à 8 pâtés de maison, sa femme enceinte, Olivia, prenait ses derniers souffles jusqu'à ce que la main de son ennemi le plus détesté, Damien Blackwood, tendit la main et la tira en arrière. L'appartement terrasse sur la 5e avenue était silencieux, sauf pour le bourdonnement stérile du purificateur d'air. C'était un silence qu'Olivia Thorne était venue à redouter. C'était le son d'être seule dans une foule d'objets inestimables. À 36 semaines de grossesse avec des jumeaux, Olivia se sentait moins comme une personne et plus comme une autre des acquisitions de son mari. Une belle chose fragile, parfaitement exposée, mais jamais vraiment touchée. Son mari, Marcus Thorne, PDG de Thorne Industries, était un homme qui ne commandait pas seulement d'une pièce. Il possédait l'air dedans. Sa photographie était sur la couverture de Forbes ce mois-ci. Ses yeux bleus d'acier fixant sous le titre « Le Goliath de Manhattan ». Et à ce moment, il était dans leur salon minimaliste caverneux, son dos à elle. « Marcus », dit Olivia, sa voix douce, hésitante. Elle se tenait près de l'embrasure de la porte, une main sur son ventre gonflé, l'autre serrant le chambranle de la porte. Une douleur aiguë et lancinante venait de lui traverser le dos, la 3e en 1 heure. « Marcus, je ne me sens pas bien. Le médecin a dit d'appeler si les douleurs étaient à moins de 15 minutes d'intervalle. » Marcus ne se tourna pas. Il était en conférence téléphonique, son costume Brioni à 5 000 $ sans un pli, sa concentration absolue. Il leva un seul doigt impérieux. « Attendez !» La douleur diminua, remplacée par une froide terreur. C'était la semaine la plus importante de la vie de Marcus. Il lui avait dit. C'était la chute de Blackwood. Pendant 5 ans, Marcus avait été dans une guerre corporative avec Damien Blackwood, le PDG plus jeune, plus vif, et à la rage infinie de Marcus, plus respecté de Blackwood Capital. Marcus voyait les affaires comme un champ de bataille. Damien le voyait comme un jeu d'échecs. Maintenant, Marcus tentait une prise de contrôle hostile d'une filiale que Damien prisait. Les négociations finales étaient demain. J'ai besoin de la présentation complète du conseil d'administration pour 5 heures du matin, Peterson. Marcus claqua dans son téléphone. Je me fiche si vous devez reconstruire le modèle à partir de 0. Faites-le arriver. Il coupa l'appel et se tourna finalement vers elle. Ses yeux ne s'adoucirent pas. Ils évaluèrent. Qu'est-ce que c'est, Olivia? Vous avez l'air pâle. Le dîner des investisseurs est ce soir. Vous ne pouvez pas être indisposé. J'ai besoin de vous là. Cela montre de la stabilité. Je ne pense pas pouvoir y aller, Marcus, chuchota-t-elle. La douleur revenait, s'enroulant autour de son abdomen comme une bande d'acier. C'est ça ce sang différent. C'est trop tôt, j'ai peur. Marcus soupira, un son d'irritation profonde. Olivia, vous avez toujours peur. Vous êtes enceinte. Vous êtes mal à l'aise. Je comprends. Mais ce n'est pas le moment pour le drame. Dr. Henderson m'a assuré que vous alliez bien. Juste la semaine dernière, elle a dit que j'étais à haut risque et avait besoin de 0 stress. C'est ce qu'elle a dit. Et quelle partie de ceci? Il gesticula autour de l'appartement de plusieurs millions de dollars stressantes. Vous avez un chef, un chauffeur, une doula de garde. Vous avez tout. J'essaie de sécuriser notre avenir, l'avenir de nos enfants. Et vous faites une crise de panique pour un mal de dos. Ce n'est pas un mal de dos, s'écria-t-elle alors qu'une vague de douleur si intense lui fit plier les genoux. Elle attrapa l'arrière d'une console en marbre. « Oh Dieu, Marcus, s'il vous plaît, appelez le médecin. » Il regarda sa montre. Une PC Philippe. Il était 19h04. « J'ai un appel de préparation dans 6 minutes, dit-il, sa voix dangereusement calme. Vous allez bien. Votre doula, Maria, est en route. Elle sera là pour 8 heures.
Elle peut vous frotter le dos ou quoi que ce soit qu'elle fasse. Je dois aller au bureau. Le bureau maintenant. L'accord Blackwood. Olivia, faites attention. C'est la poussée finale. Il passa devant elle, attrapant son manteau. Il ne la toucha pas. Il ne regarda même pas son ventre. Marcus attendait. Elle plaida une nouvelle humidité aiguë à cela. Je pense que mes os viennent de se rompre. Marcus Thorne s'arrêta à la porte. Il se tourna, son visage un masque de pierre. Maria sera là dans 1 heure. Faites-lui nettoyer ça. Je vous verrai le matin. Il ferma la porte. Le clic du verrou résonna dans l'énorme pièce vide. Olivia Thorne glissa le long du mur, serrant son estomac. Et pour la première fois, elle n'était pas seulement en douleur. Elle était complètement, absolument seule. Elle tâtonna pour son téléphone, ses mains tremblant si fort qu'elle le laissa tomber 2 fois. Elle essaya d'appeler sa doula, Maria, mais cela alla directement à la messagerie vocale. Bien sûr, Maria était dans le métro. Elle essaya d'appeler son chauffeur, mais se rappela que Marcus l'avait envoyé au Hampton pour préparer la maison pour le week-end. Il n'y avait personne. Avec un sanglot, elle composa le 911. Elle donna son adresse, et puis dans un dernier acte désespéré d'espoir, un dernier plaidoyer pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé, elle appela son mari. Cela alla à sa messagerie vocale. Elle rappela. Messagerie vocale. Elle appela une 3e fois et une 4e. À l'arrière d'un Escalade noir filant vers Midtown, Marcus Thorne regarda son téléphone. Il vit Olivia Sell clignoter sur l'écran. Il vit les 5 appels manqués. Avec un soupir d'agacement, il tapota l'écran, sélectionnant bloquer les appels pendant 1 heure. Il ne pouvait pas avoir de distraction. Pas ce soir. Ce soir, il allait détruire Damien Blackwood. L'aile de maternité privée de St. Jude était un lieu de luxe feutré, plus comme un hôtel 5 étoiles qu'un hôpital. Mais dans la baie de Traumatrour, il n'y avait qu'un chaos contrôlé, frénétique. Les signes vitaux chutent. Nous avons un décollement placentaire sévère. Appelez le Dr Sanchez maintenant. La patiente est Olivia Thorne, 36 ans, GBS positive, 36 semaines avec des jumeaux, ne répondant pas à l'arrivée. Qui est le mari? Où est-il? Pas de réponse sur son téléphone. Nous appelons son bureau. Nous n'avons pas le temps. Nous devons faire une césarienne d'urgence tout de suite ou nous perdons les bébés et nous pourrions la perdre elle. 20 pâtés de maison au sud dans la salle de conférence stérile au mur de verre de Thor Industries, Marcus Thorne était à son apogée. C'était un prédateur qui avait acculé sa proie. De l'autre côté de l'énorme table en acajou était assis Damien V. Blackwood. Damien était tout ce que Marcus n'était pas. Là où Marcus était large et brutal, Damien était élancé et précis. Il portait un simple costume bleu marine foncé qui coûtait probablement plus cher que celui de Marcus. Mais il le portait avec un héritier d'indifférence complète. Il avait une décennie de moins, avait hérité de la compagnie de son père et avait, à la fureur éternelle de Marcus, triplé sa valeur. L'offre est finale, Damien, dit Marcus, se penchant en avant, sa voix un grognement bas. 2 milliards pour la filiale énergétique. C'est plus que ce que ça vaut. C'est un cause de charité. Prenez-le ou je vous saignerai à blanc dans la presse et je vous le prendrai au tribunal pour une fraction de cela. Damien étudia l'homme en face de lui. Il n'était pas venu ici pour négocier. Il était venu ici pour regarder son ennemi dans les yeux. Vous avez essayé de mettre la main sur la compagnie de mon père depuis qu'il vous a humilié dans le rachat de 08, n'est-ce pas, Marcus? La voix de Damien était calme, coupante. Ce n'est pas des affaires, c'est une crise de colère. C'est la fin de la ligne, grogna Marcus. Vous avez raison, dit Damien. Il se leva, ajustant ses manchettes. C'est. Asseyez-vous, aboya Marcus. Non, j'ai peur d'avoir perdu assez de temps. Vous voyez, Marcus, pendant que vous étiez concentré sur cette performance, mon équipe a finalisé une fusion avec Apex Global, celle que vous pensiez avoir dans le sac le trimestre dernier. La couleur s'est drainée du visage de Marcus. À partir de 8 p.m., continua Damien,
vérifiant son téléphone. Blackwood Capital vient de devenir l'actionnaire majoritaire de la plus grande entreprise de logistique du pays. Votre chaîne d'approvisionnement, je la possède. Cette filiale que vous essayez de prendre. Il sourit, un sourire froid et mince. Elle n'est plus à vendre à aucun prix. Vous n'avez pas seulement perdu cet accord, Marcus, vous avez perdu la guerre. Vous ne le savez juste pas encore. Marcus était sans voix, son visage d'un violet marbré. Bonsoir, Marcus. Damien se tourna et marcha vers la porte. Alors qu'il atteignait le hall d'ascenseur, son téléphone vibra. Il l'ignora. Son chef de la sécurité, un homme sévère nommé Harrison, attendait. Monsieur, la voiture est un instant, dit Damien, regardant le texte. C'était l'équipe juridique d'Axe, confirmant que l'accord Apex était conclu. Une vague de soulagement profond et las le submergea. Il avait sauvé l'héritage de son père. Il entra dans l'ascenseur privé, et alors que les portes se refermaient, une agitation du hall principal attira son regard. Une équipe de paramedics poussait une civière avec une vitesse frénétique vers la baie d'ambulance. C'était le chaos. Le type de chaos qui le fit appuyer sur le bouton d'ouverture de porte. Et puis il la vit. Il ne l'avait vue qu'en photographie lors de gala se tenant à 3 pieds derrière son mari, Olivia Thorne. Son visage était d'un gris mortel, un masque à oxygène s'embuant à chaque respiration peu profonde. Ses magnifiques cheveux blonds vénitiens étaient matière de sueur. Il regarda gelé pendant une seconde. La femme de son ennemi. Puis l'un des paramédics cria « Nous ne pouvons pas joindre son mari. Son bureau continue de nous transférer à une ligne qui raccroche. » Le sang de Damien se figea. Il savait exactement où était Marcus Thorne. Il était en haut, 60 étages au-dessus de sa femme mourante, mijotant dans sa propre défaite. Damien sortit de l'ascenseur. « Je suis un collègue, dit-il au paramédic. J'irai avec vous. » Le paramédic, pressé et stressé, fit juste un signe de tête. « Entrez à St. Jude maintenant. » Damien Blackwood, le rival milliardaire, monta à l'arrière de l'ambulance, la baleine de la sirène démarrant. Il regarda la femme inconsciente sur la civière, aux 2 minuscules battements de cœur clignotant sur le moniteur portable. « Tenez bon, se surprit-il à chuchoter. Pas à quelqu'un en particulier. Tenez bon juste, le trajet fut un flou de jargon médical et la puanteur d'antiseptique. Damien se tenait dans le coin de l'ambulance, silencieux, invisible. Il regarda alors qu'il pompait des fluides en elle, alors qu'il parlait de détresse fétale et de choc maternel. Il sortit son téléphone et fit un appel. « Harrison, dit-il sa voix basse, amenez mon équipe de sécurité personnelle à l'aile de maternité de St. Jude. Non, pas pour moi. Pour une patiente. Son nom est Olivia Thorne. Et trouvez le docteur Isabella Sanchez. Dites-lui que j'arrive. » Monsieur, la femme de Marcus Thorne. La confusion d'Harrison était audible. Faites-le. Quand ils firent éruption par les portes des urgences, une femme petite, aux cheveux foncés en blouse, les rencontra avec un champ de force de pure compétence. C'était le docteur Sanchez, la meilleure OB/GYN à haut risque de New York. Et comme cela arriva, la chef d'une fondation médicale que la mère de Damien avait dotée. « Damien, qu'est-ce que, au nom de Dieu, est ?» Elle s'arrêta quand elle vit la patiente. « Oh non, je connais cette patiente, Olivia Thorne. Amenez-la à O3 maintenant. » Alors qu'il l'emportait, le docteur Sanchez attrapa le bras de Damien. « Où est son mari? » « Il ne répond pas, » dit Damien, les mots ayant un goût de cendre. « Son bureau bloque les appels. Elle est en choc hémorragique, Damien. Le décollement est sévère. Nous allons essayer de les sauver, mais j'ai besoin d'une décision. Si cela en vient là, la mère ou les bébés. » Damien la fixa. Ce n'était pas sa vie. Ce n'était pas sa décision. Il était l'ennemi. « Vous ne pouvez pas me demander ça, » dit-il. Il n'y a personne d'autre à demander. Les avocats de l'hôpital sont en route, mais elle n'a pas le temps pour un avocat. Elle n'a pas de minute. Qui je sauve? Il regarda dans le couloir les portes battantes par lesquelles elle avait disparu. Il pensa à Marcus dans son bureau stérile,
sacrifiant sa famille pour un accord qu'il avait déjà perdu. Il pensa à cette femme qu'il n'avait vue que comme un accessoire silencieux, maintenant se battant pour 3 vies. « Vous la sauvez, » dit Damien, sa voix rugissement. « Vous sauvez la mère. Une mère ne peut pas être remplacée. Vous la sauvez. Et puis vous faites tout en votre pouvoir pour les sauver aussi. » Le docteur Sanchez le regarda, un scintillement de nouvelle compréhension dans ses yeux. Page Legal titre lors que M. Blackwood assume une procuration médicale temporaire. Elle le désigna. « Ne bougez pas, je sortirai quand je saurai quelque chose. » Pendant les 3 heures suivantes, Damien V. Blackwood s'assit sur une chaise en plastique froide, dans une salle d'attente qui sentait l'eau de Javel et la peur. Il mena une fusion de 40 milliards de dollars depuis son téléphone, sa voix un monotone bas, tandis que ses yeux ne quittaient jamais la lumière de la chirurgie. Son équipe de sécurité, dirigée par Harrison, avait formé un périmètre discret. Il ressemblait pour tout le monde à une famille concernée. À 1h17 du matin, la lumière s'éteignit. Le docteur Sanchez apparut, son masque à la main, son visage gravé d'une fatigue osseuse profonde. « Eh bien, » dit Damian, se levant. « C'était une guerre, » dit-elle, retirant sa calotte chirurgicale. « Elle a perdu une quantité terrifiante de sang. Nous avons dû faire une hyérectomie pour la sauver. Elle n'aura plus jamais d'enfant. » L'estomac de Damien se serra. « Mais elle est vivante à peine. Elle est aux soins intensifs. Nous avons sorti les bébés, un garçon et une fille, 1 livre 8 os, 1 6. Ils sont au NICU. Ça va être une longue route, Monsieur Blackwood. Ils ne devraient pas être ici avant d'un autre mois. » Un soulagement si profond qu'il était presque douloureux le traversa. Un garçon et une fille. « Nous avons appelé le bureau de son mari pendant des heures, » dit le docteur Sanchez, se frottant les yeux. « Nous avons finalement réussi à joindre son assistant, qui a dit que M. Thorne était dans une réunion importante et ne pouvait pas être dérangé. Puis, il y a 10 minutes, la ligne était soudainement ouverte. Il est en route. » Comme si sur quoi, les portes de l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrirent en tintant. Marcus Thorne sortit à grandes enjambées. Sa cravate était lâche, son visage sombre d'une fureur qui avait couvé pendant des heures. Ce n'était pas un homme venant voir sa femme mourante. C'était un homme qui venait de perdre, et il cherchait quelqu'un à blâmer. Il repéra Damien, ses yeux plissés. Pendant un instant, il parut complètement confus. « Blackwood, qu'est-ce que vous faites ici à vous réjouir? »« Votre femme, » dit Damien, sa voix dangereusement égale, « vient de subir une intervention chirurgicale pendant 3 heures. Elle a failli mourir. » Le regard de Marcus vacilla vers le docteur Sanchez, puis de nouveau vers Damien. Il ne demanda pas si elle allait bien. Il ne demanda pas à propos des bébés. Son esprit narcissique assembla les pièces de la seule manière qu'il connaissait. « Vous avez fait ça, » chuchota Marcus, sa voix tremblante de rage. « C'était vous. Vous avez divulgué l'accord Apex pour la stresser. Vous l'avez suivi. Marcus, arrêtez, » dit le docteur Sanchez, s'avançant. « Votre femme a eu une grave urgence médicale. Il est ici. » Marcus cracha, pointant un doigt tremblant vers Damien. « Pourquoi est-il ici? Vous couchez avec ma femme. » L'accusation était si insensée, si loin de la réalité des dernières heures, que Damien faillit rire, mais le rire mourut dans sa gorge. « Vous êtes une créature pathétique, Marcus, » dit Damien, sa voix basse. « Votre femme et vos enfants se battent pour leur vie, et vous vous inquiétez de moi. » Mes enfants, Marcus traita enfin le mot. « Des jumeaux, » dit le docteur Sanchez, sa voix aiguë. « Un garçon et une fille au NICU. Votre femme est en convalescence. Ils sont tous les 3 dans un état critique. Et vous, dit-elle, lui plantant un doigt dans la poitrine, avez 27 appels manqués de mon service d'urgence. » Le sang s'est drainé du visage de Marcus. La réalité, la responsabilité, l'optique de cela le frappa finalement. Il n'était pas inquiet.
Il était exposé. Je dois la voir, bégaya-t-il, passant instantanément dans le rôle du mari inquiet. Docteur, s'il vous plaît, ma femme. Elle est en convalescence. Vous pouvez la voir quand elle est stable. Et les bébés? Ils sont au NICU par ici. Alors que le docteur Sanchez l'éloignait, Marcus regarda Damien. Ce n'était pas un regard de gratitude. C'était un regard de haine pure et non frelatée. Il avait vu Damien Blackwood, dans son moment de faiblesse, à son plus vulnérable. Damien sut à ce moment que c'était loin d'être fini. Il était entré dans une vie qui n'était pas la sienne. Il avait sauvé la famille de l'homme qui le haïssait le plus. Et il avait un terrible pressentiment que pour Olivia Thorne et ses 2 minuscules enfants, le vrai danger ne faisait que commencer. Les 48 heures suivantes furent une danse fragile sur le fil d'un rasoir. Olivia Thorne dérivait et sortait d'un brouillard imprégné de morphine aux soins intensifs. Elle eut des éclairs de mémoire, un pavé froid, une sirène, une femme gentille, aux clés sombres en blouse, et une voix profonde et calme. Elle supposa que c'était un médecin. La première personne qu'elle vit clairement quand elle se réveilla fut Marcus. Il était assis près de son lit, sa veste de costume enlevée, sa cravate desserrée. Il tenait sa main. Il avait l'air dévasté. Il avait pratiqué le regard dans le miroir de la salle de bain privée pour Anne. « Olivia, bébé !» chuchota-t-il, sa voix craquant de soulagement manufacturé. « Vous êtes éveillé. Mon Dieu, vous êtes éveillé. » Marcus, sa voix était un râle sec. « Les bébés, est-ce que je les ai perdus? »« Non, non, dit-il, caressant ses cheveux. Ils sont ici. Ils sont petits, Olivia. Si petits, mais ce sont des combattants, comme leur mère. » Un soulagement la submergea, si puissant qu'il la laissa en pleurs. « Un garçon et une fille, chuchota-t-elle. « Un garçon et une fille, confirma-t-il. « Nous avons une famille. »« Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » demanda-t-elle. « Je me souviens que vous êtes parti. Je vous ai appelé. Vous n'avez pas répondu. » Le souvenir était froid, aigu. Le visage de Marcus pendant une fraction de seconde se durcit, mais il se rétablit, enfouissant son visage dans ses mains dans une brillante pièce de théâtre. « Oh Dieu, Olivia, je ne me pardonnerai jamais. » J'étais dans cette réunion, l'accord Blackwood. Mon téléphone il était en silencieux. Je n'ai pas vu les appels avant qu'il ne soit trop tard. Quand je suis sorti, j'avais 27 messages de l'hôpital. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Il mentait. C'était un mensonge subtil. Un mensonge par omission, mais c'était un mensonge. Il n'avait pas été en silencieux, il l'avait bloqué. Quand je suis arrivé ici, continua-t-il, sa voix épaisse, ils ont dit que vous étiez Dieu, Olivia. J'ai failli vous perdre. Mais je me souviens d'une voix d'homme dans l'ambulance. La prise de Marcus sur sa main se resserra. Les paramédics. Chérie, vous hallucinez. Vous étiez dedans et dehors. C'était juste moi. J'ai été ici tout le temps. Je n'ai pas quitté cette chaise. Un autre mensonge. Il avait passé la plupart des 2 derniers jours dans la hutte adjacente au téléphone avec son équipe juridique essayant de sauver l'accord Apex, essayant de trouver un moyen de poursuivre Damien Blackwood pour détresse émotionnelle. « Oh, Marcus !» pleura-t-elle, le croyant. « J'avais si peur. »« Je sais, dit-il, embrassant son front, mais je suis là maintenant. Je m'occuperai de tout. » Pendant ce temps, 3 étages plus bas dans le monde stérile et bipant de l'unité de soins intensifs néonatals, Damien Blackwood se tenait devant 2 minuscules boîtes transparentes. Il n'était pas censé être ici. Il n'avait aucun droit. Mais le Dr Sanchez avait oublié de révoquer le laissez-passer de procuration médicale qu'elle lui avait donné. « Vous n'êtes pas censé être ici, Monsieur Blackwood, » dit une infirmière gentille et plus âgée nommée June. « Je sais, » dit Damien, sa voix tranquille. Il n'avait pas dormi. Il avait simplement changé pour un costume frais que Harrison lui avait apporté. « J'avais juste besoin de voir. Ils sont si minuscules, » dit l'infirmière June, vérifiant une lecture. « Il est bébé garçon Thorne et elle est bébé fille Thorne.
Un petit Adam et Ève. Celui-ci? Elle désigna le garçon. C'est un combattant. A attrapé mon doigt il y a 1 heure. La fille, elle est plus fragile, mais elle est têtue. Damien regarda la fille, une minuscule chose de fils et de tube, sa peau translucide. Elle était, comme le médecin l'avait dit, têtue. Elle se battait. Est-il descendu? Demanda Damien. Le visage de l'infirmière John se crispa. Monsieur Thorne, il est descendu une fois, s'est tenu là où vous êtes, les a regardés comme s'ils étaient des actifs. Il a demandé, elle baissa la voix, si leur pronostic à long terme affecterait ses primes d'assurance. Puis, il a pris une photo sur son téléphone et est parti. Damien ferma les yeux. La rage qu'il ressentait était si pure, si froide, qu'elle était presque clarifiante. Il lui ment, dit Damien. Ce n'est pas notre place, monsieur. Il lui dit qu'il était ici, n'est-ce pas? Qu'il l'a sauvée. C'est une femme fragile, monsieur Blackwood. Elle vient de traverser une guerre. Peut-être qu'un gentil mensonge est ce dont elle a besoin. Un mensonge est un mensonge, June, dit Damien. Et un homme comme Marcus Thorne, ses mensonges sont des armes. Il se tourna pour partir, mais en le faisant, la minuscule main du bébé garçon Thorne tressaillit. Son doigt se fendit, cherchant la chaleur dans la boîte en plastique froide. Sans réfléchir, Damien tendit la main dans le port d'accès, sa grande main propre effleurant les infirmières. Il laissa les doigts du bébé, pas plus grand qu'un grain de riz, s'enrouler autour de son index. Une secousse, comme un courant électrique à basse tension, le traversa. C'était une sensation qu'il n'avait jamais ressentie. Pas dans une salle de conférence, pas dans une prise de contrôle hostile, pas dans sa vie solitaire et contrôlée. C'était une connexion. Il regarda la petite fille, toujours en train de se battre. Il regarda le petit garçon qui tenait maintenant sa main. « Harrison », dit-il dans son téléphone alors qu'il sortait, sa voix dure. « J'établis une fiducie anonymement pour le NICU de Saint-Jude. Financez-le avec 5 millions et je veux une sécurité 24h/24 au niveau de l'étage d'Olivia Thorne. Pas mon équipe. Engagez une firme séparée. Je veux qu'il ressemble à la sécurité de l'hôpital. Je veux juste des yeux. Je ne lui fais pas confiance. » Lui faire confiance pour faire quoi, monsieur? Pour être qui il est, dit Damien et raccrocha. La semaine suivante fut d'un flou pour Olivia. Marcus était le mari parfait et attentionné. Il apporta des fleurs. Il sélectionna les visiteurs. Il s'assit près de son lit, son ordinateur portable ouvert, travaillant sans relâche tout en veillant sur sa famille. Il construisait son alibi, sa narration. « J'ai pensé à des noms, » dit-il un après-midi, pour le garçon Marcus Thorne Jr., Mark pour faire court. Olivia, toujours faible, toujours sous médicaments, sentit une petite pierre froide de résistance. Je pensais à Léo, dit-elle. Léo comme un lion. Un peu commun, n'est-ce pas? Répéta-t-elle, un éclair de son ancien moi revenant. Et pour elle, Mila. Léo Emma Thorne. Marcus testa les noms. Bien, oui, tout ce que tu veux, mon amour. Il avait déjà donné à son équipe de relations publiques une déclaration. Le PDG Marcus Thorne et sa femme Olivia ont accueilli des jumeaux Leo et Miller après un accouchement difficile. Monsieur Thorne était aux côtés de sa femme tout au long de l'épreuve. Le Wall Street Journal publia un petit article, mais la narration se fissurait. Le 7e jour, le Dr. Sanchez vint pour faire sortir Olivia. Marcus était en communication très importante dans le couloir. « Olivia, » dit le Dr. Sanchez, assise au bord du lit, « vous vous rétablissez bien physiquement, mais je dois vous parler de ce qui s'est passé. » Marcus m'a dit Olivia, qu'il était en silencieux. Il était dévasté d'avoir manqué les appels. Le visage du Dr. Sanchez était illisible. « Olivia, c'est moi qui étais à l'eau. C'est moi qui vous ai rencontré à la baie d'ambulance. Marcus n'était pas ici. Il ne s'est pas présenté pendant près de 5 heures. L'homme qui est venu avec vous, l'homme qui a donné son consentement pour votre chirurgie vitale, ce n'était pas votre mari. »
Olivia la fixa. Quoi? De quoi parlez-vous? Les paramédics. Ce n'était pas un paramédic, c'était Damien Blackwood. Le nom frappa Olivia comme une gifle physique. Non, c'est impossible. C'est l'ennemi de Marcus. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, Olivia. Je sais seulement ce qui s'est passé. Il était dans l'ambulance. Il est resté dans cette salle d'attente pendant 3 heures entières. Et quand je lui ai demandé qui sauver, vous ou les bébés, il n'a pas hésité. Qu'a-t-il dit? Chuchota Olivia, son sang se figeant. Il a dit, sauvez-la, sauvez la mère. Une mère ne peut pas être remplacée. Et puis il m'a dit de les sauver tous. Le monde bascula, le mari attentionné, les fleurs, la tenue de main. Il m'a menti, dit-elle, les mots creux tout le temps. Votre mari, dit le docteur Sanchez, sa voix douce mais ferme, est arrivé des heures plus tard, furieux. Et sa première question fut si M. Blackwood avait une liaison avec vous. Sa deuxième fut comment cela paraîtrait dans la presse. La porte s'ouvrit. Marcus entra à grandes enjambées, son visage lumineux d'un faux sourire. Tout est prêt, chérie. La voiture est. Il vit le regard sur le visage d'Olivia. Il vit le regard froid et stable du docteur Sanchez, et il sut que le mensonge s'était brisé. Quoi? Dit Marcus, son sourire se figeant. Qu'est-ce qui ne va pas? Olivia regarda l'homme qu'elle avait épousé, le père de ses enfants, et elle vit pour la première fois non pas un Goliath, mais un petit homme vide et pathétique. Sortez, chuchota-t-elle. Quoi, Olivia, vous n'êtes pas bien. Vous êtes confuse. J'ai dit, répéta-t-elle, sa voix gagnant une force qu'elle ne savait pas posséder. Une force forgée au NICU et aux soins intensifs. Sortez, sortez. Les retombées furent immédiates et catastrophiques. Marcus, confronté à une accusation dont il ne pouvait se sortir par le charme ou l'intimidation, revint à sa rage par défaut, pur et non frelaté. « Vous allez la croire » rugit-il, gesticulant vers le docteur Sanchez. « Vous allez croire un médecin plutôt que votre mari et Blackwood. Vous prenez la parole de l'homme qui essaie activement de me ruiner. C'est l'homme qui m'a sauvé, dit Olivia, sa voix tremblante mais résolue. Vous avez bloqué mes appels. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Elle savait. La façon dont il tressaillit, un minuscule spasme musculaire presque imperceptible dans sa mâchoire, lui dit tout. « Vous êtes hystérique, cracha-t-il. Les médicaments, le trauma, cela a empoisonné votre esprit. Vous êtes ma femme. Vous rentrerez à la maison avec moi. » Non, non, il rit, un court aboiement laid. « Olivia, soyons très clairs, vous n'avez rien. L'appartement de terrasse est à mon nom. Les cartes de crédit sont à mon nom. Le prénup que vous avez signé, celui que votre avocat hors de prix a qualifié d'inviolable. Il est inviolable. Vous me quittez, vous partez avec rien. Pas une odeur. Et vous aussi sûr que l'enfer ne prenait pas mes enfants. » Il croisa les bras, l'image du contrôle. Vous êtes dans un lit d'hôpital. Vous n'avez pas d'argent, pas de maison. Vous avez 2 bébés prématurés qui nécessiteront des millions en soins médicaux. Vous n'avez pas le choix. Il avait raison. Une vague de désespoir si profond qu'il menaça de la noyer submergea Olivia. Il l'avait. Il avait gagné. Il y a un choix, une voix dit depuis l'embrasure de la porte. Tous les 3 se tournèrent. Damien V. Blackwood se tenait dans l'embrasure de la porte, flanqué par son chef de la sécurité, Harrison. Il était en simple t-shirt noir et jean, ressemblant moins à un PDG et plus à un homme qui venait de sortir du lit, ce qu'il avait fait. Les yeux de Harrison sur le sol lui avaient envoyé un SMS la seconde où les cris avaient commencé. « Blackwood !» grogna Marcus. « C'est une affaire de famille privée. Sortez. » « Cela a cessé d'être une affaire privée, » dit Damien, sa voix tranquille, mais portant un poids indéniable. « Quand vous avez laissé votre femme mourir dans une ambulance, et cela a définitivement cessé d'être une affaire privée quand vous avez menacé de prendre ses enfants. » Il entra dans la pièce. Il ne regarda pas Marcus. Il regarda seulement Olivia.
Madame Thorne, dit-il, sa voix étonnamment douce. Mon nom est Damien Blackwood. J'étais ici l'autre nuit. Je suis content de vous voir vous rétablir. Olivia ne put que fixer. C'était l'homme qui avait donné l'ordre de la sauver. Que voulez-vous, Blackwood? Marcus exigea. Breckenner, ma femme maintenant aussi. N'y a-t-il rien que vous n'essayerez pas de me prendre? Damien se tourna vers Marcus et la température dans la pièce chuta de 10 degrés. Vous avez raison sur une chose, Marcus. Elle n'a pas d'argent. Vous vous en êtes assuré, mais vous semblez avoir oublié quelque chose. Moi si. Damien se retourna vers Olivia. Monsieur Harrison, ici est le meilleur homme de sécurité dans les affaires. Mes avocats personnels sont du cabinet Kroll, Petersonen et Lipton. Ils sont, je vous assure, meilleurs que les vôtres, Marcus. Il y a une suite qui vous attend au Carril sous un nom privé avec un personnel infirmier complet payé pour. Il y a une voiture qui attend en bas. Quand vous et vos enfants serez prêts à quitter cet hôpital, vous n'irez pas à son appartement terrasse. Vous irez à un endroit sûr et sécurisé. Il tint son regard. Vous ne me connaissez pas, Madame Thorne, et vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais je le connais, et je sais de quoi il est capable. Il ne vous fera pas de mal, et il ne prendra pas vos enfants. Je ne le permettrai pas. Olivia regarda du visage de Marcus, marbré de rage et d'incrédulité, à celui de Damien, qui était stable, calme, et n'offrait rien. Pas de pitié, pas d'affection, juste un fait, un bouclier. Pourquoi, chuchota-t-elle, pourquoi feriez-vous cela? Les yeux de Damien vacillèrent vers Marcus. Disons juste que j'ai une haine profonde et durable pour les brutes, et je dois à votre mari une leçon qu'il a enseignée à mon père il y a longtemps. Il est temps de rendre l'appareil. Vous ne pouvez pas faire ça. Marcus rugit, s'élançant en avant. Harrison s'avança devant lui, une montagne de menaces silencieuses. Je ne le ferai pas, Monsieur Thorne. C'est un enlèvement. C'est ma femme. En fait, dit Damien, sortant son téléphone, c'est une patiente qui vient d'être verbalement menacée par son conjoint devant son médecin, et je crois que je suis toujours son procurateur médical jusqu'à sa sortie. Donc, en tant que son procurateur, je lui conseille de se retirer d'un environnement très stressant. Harrison, sortez M. Thorne de cette pièce. Avec plaisir, monsieur. Harrison ne toucha pas Marcus. Il se contenta de planer. Marcus, pour la première fois de sa vie, fut déjoué. C'était une brute, et sa seule tactique, l'intimidation, venait d'être rendue inutile. Vous regretterez cela, Olivia, cria-t-il, reculant par la porte. Vous ne serez rien. Vous me supplierez de revenir, vous deux. La porte claqua. Le silence dans la pièce était absolu. Olivia regarda Damien. Elle tremblait. Le Carril, un personnel infirmier. Juste pour l'instant, dit Damien, jusqu'à ce que vous soyez sur vos pieds, jusqu'à ce que les bébés soient assez forts. Mes bébés, dit-elle, une nouvelle panique montante. Lo et Mila, ils sont ici et ils seront en sécurité. Damien dit, j'ai déjà parlé au conseil d'administration de l'hôpital. Je dote une nouvelle aile néonatale. Leur sécurité ici sera absolue. Marcus ne pourra pas s'approcher à moins de 100 pieds d'eux sans votre permission écrite, Dr. Sanchez. Le médecin qui avait regardé tout cela se dérouler avec un air de sombre satisfaction hocha la tête. Je m'en occuperai personnellement. Je n'ai aucun moyen de vous rembourser, chuchota Olivia, des larmes coulant sur son visage. Damien la regarda juste. Rétablissez-vous, Madame Thorne, devenez forte, et ensuite nous demanderons le divorce. Il se tourna et partit. Olivia était de nouveau seule, mais pour la première fois en une décennie, elle n'était pas solitaire. Elle était terrifiée, mais elle était aussi protégée. Les 3 mois suivants furent un flou. Olivia déménagea de l'hôpital à la suite fortifiée du Carrel. La procédure de divorce fut brutale. Les avocats de Marcus du cabinet, Shaw, Adler et Finch, se sont battus pour chaque chose. Ils ont essayé de dépeindre Olivia comme une mère inapte.
hystérique, chercheuse d'or, et à chaque tour, l'équipe de Damien, dirigée par un requin d'avocats nommé Robert Grant, était là. Ils étaient plus calmes, plus précis. Pendant que l'équipe de Marcus divulguait des histoires à Page Six sur le comportement erratique d'Olivia, l'équipe de Grant recueillait discrètement des preuves. Ils ont assigné les relevés téléphoniques de la nuit de la naissance, prouvant que Marcus avait bloqué ses appels. Ils ont obtenu le témoignage des chauffeurs d'ambulance. Ils ont obtenu les images de sécurité de Thor Industries, montrant Marcus ne quittant pas son bureau pendant des heures. Mais le plus accablant de tout, ils ont trouvé l'ex-assistant de Marcus, Peterson. Celui qui l'avait réprimandé au téléphone. Marcus l'avait viré dans une rage après que l'accord Blackwood s'est effondré. Peterson, il s'avéra, était heureux de témoigner sous serment que Marcus avait regardé son téléphone, vu le nom de sa femme et dit « Elle peut attendre ». L'affaire était prête, mais Marcus, toujours le narcissique, refusa de régler. Il demanda un procès. Il allait se battre pour ses enfants. Pendant ce temps, dans le calme du NICU, Olivia s'assit. Chaque jour pendant 3 mois, elle s'assit entre 2 incubateurs. Elle tenait la minuscule main de Léo. Elle lut de la poésie à Mila. Et presque chaque soir, pendant quelques minutes, Damien Blackwood apparaissait. Il ne restait jamais longtemps. Il demandait au Dr. Sanchez des nouvelles des progrès du bébé. Il faisait un signe de tête à Olivia. Parfois, il se contentait de se tenir là et de regarder les jumeaux, son visage un masque d'émotion illisible. Une noix, Olivia parla enfin. Ils prennent du poids. Je sais. Damien dit que Léo est jusqu'à 3 livres. Vous avez vérifié sur eux. Harrison me donne un rapport chaque jour. Ils s'assirent en silence. Le seul son était le bip et le bourdonnement des machines qui maintenaient ses enfants en vie. « Pourquoi faites-vous vraiment cela, Damien ?» demanda-t-elle. Il regarda la minuscule poitrine de Mila monter et descendre. « Quand mon père mourait, Marcus Thorne, il a essayé d'acheter notre compagnie pour 10 cents sur le dollar. Il a divulgué à la presse que mon père était incompétent, qu'il avait mené la compagnie à la ruine. Mon père a passé les 6 derniers mois de sa vie à le combattre, et c'est ce qui l'a tué. » Il la regarda enfin. « Quand je vous ai vu dans cette ambulance, je ne voyais pas la femme de mon ennemi. Je voyais une autre victime. Je n'ai pas sauvé mon père, mais je pouvais vous sauver. C'était la chose la plus honnête que quiconque lui ait jamais dite. Léo, dit-elle, son deuxième prénom. Je lui ai donné le deuxième prénom de mon père, Vincent. » La tête de Damien se leva d'un coup. Ses yeux, pour la première fois, n'étaient pas gardés. Ils étaient choqués. « Le nom de mon père, dit-il, sa voix épaisse, était Vincent Blackwood. » Olivia le fixa. Une coïncidence, un signe, un fil. Elle ne savait pas ce que c'était. « Léo Vincent Thorne, chuchota-t-elle. « Non, dit Damien, une étrange lumière féroce dans ses yeux. Pas une épine, pas pour longtemps. 2 ans peuvent être une vie. Pour Marcus Thorne, ce fut une descente lente et agonisante. Le procès de divorce fut une humiliation publique. Le témoignage de son assistant, les relevés téléphoniques, la déposition glaciale du Dr. Sanchez, tout cela brossait un tableau non pas d'un Goliath, mais d'un monstre. Le conseil d'administration de Thorne Industries, déjà furieux de la perte catastrophique de l'accord Apex, utilisa la clause de moralité dans son contrat. Il fut forcé de quitter sa propre compagnie. Son nom fut retiré du bâtiment. Il perdit l'appartement terrasse. Il perdit sa réputation. Il lui resta une fortune respectable, mais pour lui insultante, de quelques centaines de millions. Un homme amer dans un immeuble de grande hauteur solitaire, obsédé par ce qu'il avait perdu. Pour Olivia, ce fut une renaissance. Elle gagna. Elle gagna la garde exclusive. Elle gagna un règlement de divorce si important qu'il fit les gros titres. Mais elle n'en toucha pas une odeur. Elle mit tout en fiducie pour Léo et Mila. Damien avait compromis, pourvu. Il avait acheté une belle maison de ville sans prétention dans le West Village, sous une LLC privée,
et lui avait dit de la considérer comme un prêt à long terme. Il l'avait aidé à créer une fondation, le projet Mila et Léo, dédié à fournir un soutien juridique et financier aux mères à haut risque dans des relations abusives ou négligentes. Olivia, la discrète conservatrice d'art, qui avait été réduite au silence pendant une décennie, avait trouvé sa voie. Elle était sur des conseils, elle fit des discours. C'était une lionne. Et Léo et Mila, ils prospéraient. Ils étaient deux. Ils étaient des toutes petites marchands, parlants, malicieux. Léo était une version miniature de son père. Les mêmes cheveux foncés, les mêmes yeux bleus d'acier, mais il n'avait aucune de sa froideur. C'était un garçon chaleureux, bruyant et rieur. Mila était l'écho de sa mère. Elle avait les cheveux blonds vénitiens d'Olivia et une intensité tranquille et vigilante. C'était la têtue, celle qui avait combattu pour chaque souffle. C'était, comme Damien l'appelait, la petite générale. Et Damien était juste Darmy. Il n'avait pas disparu après le procès. Il n'avait pas exigé de remboursement. Il était resté. Au début, c'était des visites hebdomadaires. Juste en train de vérifier mon investissement, plaisantait-il. Il apportait des blocs pour Léo et un lapin doux et soyeux erré pour moi. Puis, ce furent des dîners. Olivia cuisinait, une compétence qu'elle avait redécouverte, et il s'asseyait sur le sol et laissait Léo conduire un camion jouet sur ses chaussures à $2000. Puis cela devint la vie. Il avait sa propre clé. Il était là pour leur premier pas, Laos, et leur premier mot, Milers, qui était non. C'est lui qui a appris à Léo à lancer une balle. C'est lui qui a patiemment lu le même livre d'images à Mila, Good Night Moon, 7 fois de suite parce qu'elle le demandait. Lui et Olivia, c'était lent. Ce n'était pas une romance née de feu et de passion. Elle est née de traumas partagés, de café tard le soir au Nikou et d'un respect mutuel tranquille. Elle fut construite sur la fondation de 2 minuscules enfants rieurs. Ils ne discutèrent jamais de ce qu'ils étaient. Ils étaient justes. Une nuit, Olivia descendit après avoir couché les jumeaux. Damien était dans le salon, endormi sur le canapé, son ordinateur portable ouvert sur sa poitrine, un rapport de bénéfices à moitié fini sur l'écran. L'ours en peluche de Léo était calé sous son bras. Olivia se tenait là, le regardant juste. Cet homme, cet ennemi milliardaire qui était devenu à tous égards important son héros. Il était le père de ses enfants, pas par le sang, mais par choix, par action. Elle prit délicatement l'ordinateur portable de sa poitrine et le posa sur la table. Elle le couvrit d'une couverture. Il bougea, ses yeux s'ouvrant, toujours embués de sommeil. « Live », marmonna-t-il. « Retournez dormir, Darmy », chuchota-t-elle, brossant ses cheveux de son front. Il attrapa sa main, sa prise toujours forte même dans le sommeil. « Restez », murmura-t-il, et elle le fit. Elle s'assit sur le sol, s'appuyant contre le canapé, sa main tenant la sienne, et pour la première, il sentit dans toute sa vie d'adulte complètement et totalement en sécurité. L'idole, bien sûr, ne pouvait pas durer. La poursuite arriva un mardi. Elle fut livrée par un huissier arrogant, Marcus Thorne contre Olivia Thorne. Il poursuivait pour la garde complète non jugée de Leo Vincent Thorne et Mila, pas de deuxième prénom, Thorne. Le sang d'Olivia se figea. Il ne peut pas. Il ne peut pas. L'ordonnance du tribunal, il a perdu. Robert Grant, l'avocat que Damien gardait en permanence pour elle, était dans son salon en moins d'1 heure. Son visage était sombre. Il ne prétend pas que vous êtes inapte, Olivia. Il prétend que Damien l'est. Quoi? La pétition allègue que vous cohabitez avec un homme au caractère instable et dangereux. Il dépeint Damien comme un raider corporatif impitoyable avec des tendances volatiles connues. Il prétend que la présence de Damien est une menace directe et immédiate pour le bien-être physique et émotionnel des enfants. C'est insensé, dit Olivia. Damien n'a jamais été autre chose que doux. En affaires, c'est un requin, Olivia. Et Marcus a trouvé 2 anciens employés qui sont prêts à témoigner pour un prix. Je suis sûr que Damien a un tempérament violent. Il prétend aussi, c'est la mauvaise partie,
qu'il y a aliénation parentale. Il dit que vous et Damien avez conspiré pour l'effacer comme père et que Damien prépare les enfants à l'accepter comme remplacement. La partie la plus écœurante, Marcus ne faisait pas cela parce qu'il voulait les enfants. Il faisait cela parce qu'il ne pouvait pas supporter que Damien les ait. Ils étaient pour lui juste deux autres actifs que son ennemi avait volés. Il va mettre les enfants à la barre, chuchota-t-elle, horrifiée. Il n'ira jamais aussi loin. Mais il demande une évaluation psychologique pour Damien et pour vous. Et il dépose une pétition pour une visite supervisée immédiate. Quand Damien rentra à la maison ce soir-là, il ne trouva pas le salut joyeux chaotique habituel. Il trouva Olivia dans le salon dans l'obscurité, les papiers légaux serrés dans sa main. Il les lut. Il les lut 2 fois. Son visage, qui était habituellement si calme, si contrôlé, devint quelque chose qu'Olivia n'avait jamais vu. Ce n'était pas de la rage, c'était une concentration froide, pure et terrifiante. « Harrison, sir, dit-il dans son téléphone, « achetez-moi le cabinet Shaw, Adler et Finch. Je me fiche de ce que ça coûte. Je veux chaque client, chaque partenaire, chaque dossier. Je veux posséder les stylos sur leur bureau d'ici le matin. » « Damien, non, dit Olivia, se levant. Vous ne pouvez pas le combattre comme ça. Pas comme il se bat. Il veut que vous soyez le monstre. Ne devenez pas lui. » Il raccrocha le téléphone, il la regarda. « Que voulez-vous que je fasse, Liv? Il vient pour les enfants. » « Je veux que vous vous battiez, dit-elle, attrapant sa veste de costume. Mais je veux que vous vous battiez comme vous, pas comme lui. Il utilise le noir. Il utilise des mensonges. Nous devons utiliser la vérité. La vérité est notre bouclier. C'est tout ce que nous avons toujours eu. » Damien la regarda au feu dans ses yeux, le feu qu'il avait aidé à rallumer. Il posa ses mains sur ses bras. « D'accord, dit-il, la vérité. Mais ma version de la vérité est compliquée. Elle n'est pas jolie. Il veut déterrer mon passé. Bien, creusons. » La salle d'audience était une boîte silencieuse et stérile. La juge Elizabeth Marks, une femme réputée pour débusquer la tromperie, présidait. Marcus était là, l'air diminué, son nouvel avocat, M. Finch, irradiant l'insécurité. De l'autre côté était assise Olivia, posée dans une simple robe sombre avec Damien à ses côtés, une statue de soutien immaculée et silencieuse. L'avocat de Marcus passa le premier, brossant un tableau de Damien Blackwood comme un monstre corporatif. « C'est une figure impitoyable, » argumenta Finch, qui a systématiquement usurpé le rôle paternel. « Il efface mon client. » Il présenta des photos prises par un détective privé comme preuve. Damien avec Léo sur ses épaules au zoo. Damien et Olivia regardant les jumeaux apprendre à faire du tricycle. « Il joue à papa, votre honneur, » déclara Finch. « Il a infiltré cette famille. » La juge Mark regarda les photos par-dessus ses lunettes. « Et Monsieur Thorne, dit-elle, sa voix coupante, quel rôle jouez-vous? Mes dossiers montrent que vous avez manqué pour 14 de vos 20 visites supervisées allouées. » C'était difficile, bégaya Marcus, de le voir là. « Je vois, » dit la juge, sa voix dégoulinante de glace. « Monsieur Grant, votre réponse. »« Juste un témoin, votre honneur, » dit Robert Grant. « Nous appelons Olivia Holland. » Olivia prit la barre. Quand Grant lui demanda de décrire sa relation avec Damien, elle parla, sa voix claire et forte. « C'est mon partenaire, » dit Olivia. « Et sa relation avec vos enfants, c'est leur père. » La pièce éclata. « Objection. » Finch cria. « C'est l'aliénation même ou. »« Asseyez-vous, Monsieur Finch. » La juge claqua. « Elle répond à la question. Veuillez expliquer, Mademoiselle Holland. » Biologiquement, Monsieur Thorne est leur père. Olivia regarda pour la première fois directement Marcus. « La biologie, » dit-elle, sa voix résonnant d'une force qui le cloua à sa chaise, « est un accident. C'est une technicité. La paternité est un choix. C'est un travail. C'est un verbe. » Elle se tourna vers la juge.
Leur père biologique a bloqué mes appels pendant que j'hémorragiais. Il n'a pas vu ses enfants au NICU pendant 24 heures. Et quand il l'a fait, il a demandé à propos de ses primes d'assurance. Il a manqué 14 visites parce que c'est difficile pour lui. Elle désigna Damien. Cet homme, dit-elle, sa voix épaisse d'émotion, s'est assis dans une salle d'attente pour une femme qu'il n'avait jamais rencontrée et a donné l'ordre de me sauver. Cet homme a été à chaque rendez-vous chez le médecin. Il sait que Léo est allergique aux cacahuètes et que Milo ne dormira pas sans son doudou. Il a été là non pas pour des séances photos, mais pour les fièvres de 2 heures du matin et les terreurs nocturnes. Il n'a rien usurpé, votre honneur. Il s'est présenté. Il a fait le travail que cet homme a abandonné. Il est leur papa. Par action, par amour, par choix. Mes enfants ne sont pas aliénés. Ils sont aimés. Marcus Thorne est leur donneur. Damien Blackwood est leur père. Et c'est la vérité. Le silence était absolu. La juge Marks regarda Olivia, puis l'homme dégonflé et brisé qu'était Marcus Thorne. Pétition, déclara la juge, sa voix finale, emphatiquement refusée. Monsieur Thorne, vos droits de visite sont suspendus. Nous avons terminé ici. Cette nuit-là, Damien trouva Olivia sur la terrasse de toit de leur maison de ville, regardant la ville. « Vous êtes incroyable, dit-il, l'enlaçant. « J'ai juste dit la vérité, chuchota-t-elle. C'est tout ce que nous avons. »« Olivia, dit-il, la tournant pour la faire face à lui. « J'ai réfléchi. Les enfants, ils sont des Roland. Vous êtes une Roland. Je me sens exclu. »« Damé, quoi? » Il se met à genoux. « Vous et Léo et Mila, vous m'avez sauvé. J'étais un costume vide, un héritage. J'avais tout et je n'avais rien. Vous m'avez donné un foyer. » Il sortit une petite boîte simple en velours. « Je ne veux pas être votre héros, Liv. Je veux juste être votre mari. Je veux être leur père légalement, sur papier, de toutes les manières qui comptent pour le monde. Parce que vous êtes déjà mon monde. Olivia Roland, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous et Léo et Mila, voulez-vous tous être des Blackwood? » Son oui fut perdu dans un baiser qui scella un vœu fait non pas dans une église, mais dans la baie de trauma d'un hôpital, dans un écou stérile et dans le champ de bataille d'une salle d'audience. C'était leur vérité. C'était leur début. À la fin, Marcus Thorne n'était pas un méchant. Il était juste un fantôme hantant une vie qu'il avait volontairement jetée. La vraie histoire n'était pas sa chute. C'était l'histoire d'Olivia, une femme qui trouva son rugissement. C'était l'histoire de Léo et Mila, 2 minuscules combattants, qui prouvèrent qu'une famille n'est pas à propos du sang que vous partagez, mais à propos des gens qui se présentent. Et par-dessus tout, c'était l'histoire de Damien, l'homme qui prouva qu'un héros n'est pas celui qui gagne le combat. C'est celui qui fait le choix impossible de sauver la mère. Que pensez-vous? Damien était-il un héros ou a-t-il juste vu une opportunité? La vengeance d'Olivia sur Marcus était-elle complète? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire de survie. Et le plus important, appuyez sur s'abonner et activez toutes les notifications. Nous avons tellement plus d'histoires à raconter et vous ne voudrez pas en manquer une seule.